C'est un voyage qui te fait perdre tout ce que tu as comme minimum de valeur. Tu deviens un chiffre pour certains, tu deviens un problème pour d'autres. Tu deviens quelque chose pour tout le monde, mais pour toi-même, tu n'es plus rien parce que personne ne te donne la possibilité de t'exprimer. Depuis tout petit, j'ai l'idée déjà d'aller là-bas. Je me suis dit quoi, si j'arrive là-bas, il pleut ou il neige, je vais m'en sortir. Quand je regarde ma situation, je sais qu'ici, ça va être trop difficile pour moi de réaliser mes rêves ici. Souvent, si tu es l'aîné et puis tu es seul, il y a certaines choses que toi, tu dois empêcher tes soeurs de faire. Est-ce que tu comprends? C'est ça, moi, je suis comme leur image au fait. Quand moi, ils déraillent, ça peut les dérailler aussi. Si je prends le droit chemin, c'est pareil pour eux. Moi, aujourd'hui, mes soeurs sont là. Ma maman, elle ne se sent pas bien. Mon papa, ça ne va pas chez lui. Toi-même, tu as vu son champ. Si elle s'en va chez mon papa, que ça ne va pas, tout leur seul espoir, là, c'est qui? C'est moi. Ce sont des raisons qui m'ont poussé à aller parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Quelqu'un qui pouvait m'aider dans la famille, peut-être mon papa. Plus son champ, on s'est battu pour faire. Quelques années après, tout est mort. J'avais dos au mur, quoi. Donc, tout ce que je pouvais, c'était d'avancer. C'est ça qui m'a poussé à aller. Donc, quand tu t'assois, tu places tes pions, tu trouves que non, tout ce que tu fais là, il n'y a pas de solution. Donc, ta solution, c'est toi-même. Tu es obligé de te donner à fond pour avoir ce que tu veux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à placer mes pions pour l'Europe. Depuis l'âge de 7 ans, je travaille dans l'agriculture. Depuis que je peux travailler. À 7 ans, on rentre à l'école. Moi, à 7 ans, j'ai j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai commencé à aider mon père. Et après, mon père est arrivé en 1981. Il est venu ici à travailler en France. Et c'est moi qui est resté pendant 5 ans à faire tourner, à travailler à la maison pendant que mon père n'est pas là. Je dois avoir 15 ans, 14 ans. Là, on avait 7 hectares. Les tomates, les aubergines, les poivrons, les navets, les radis, mais pas les radis comme ici. Nous, c'est des longues qu'on fait. Et tout ça, bon, pendant que mon père est là, c'est moi qui travaille. On avait un peu de blé aussi, des pois chiches. Après ils ont partagé ce qu'il y avait. C'est pour ça que maintenant, on n'a que 3 hectares et demi. Donc les 7 hectares que mon père avec mon oncle, comme ils étaient tous les deux ici, ben, c'est moi qui travaillais. Et pourquoi si ton père il avait les champs au Maroc, il venait ici quand même? Parce que ce qu'on gagne, il n'y avait pas assez pour vivre. Ce qu'on gagne, ben, qu'est-ce que tu veux? Ici, on a les courgettes, chez nous, quand tu les vends, je sais pas moi, quand tu les vends, c'est quoi? Ça fait 60 centimes de dirham. Ça fait quoi? Ça fait même pas 30 centimes d'ici, le kilo. C'est pas cher, pas cher. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc c'est pour ça qu'il vient travailler ici. Donc lui, il travaille ici, moi je travaille un peu là-bas. On arrive à se... Comme on était 6 frères, plus ma mère, plus ma grand-mère qui était avec nous, la mère à mon père. Et on était 10 à la maison. Il faut avoir d'argent pour vivre. Hein.
Je suis sénégalais d'origine. Je suis venu au Maroc, ça fait presque 2 ans et demi. Depuis que je suis venu, je travaille dans une ferme agricole, ferme de framboises. Si vous allez à Casa, il y a beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'étrangers qui viennent ici chercher du travail. La cause, c'est que dans leur pays, c'est pas facile, il y a trop de chômage. Il y a trop de chômage dans le pays, dans l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi la majeure partie des jeunes, ils quittent pour venir ici. Parce que la majeure partie des jeunes, ils entendent Maroc, Maroc, Maroc. Mais ils ne savent pas que c'est pas facile aussi d'obtenir du travail ici. Même si tu obtiens aussi, c'est pas facile le travail. C'est quoi ta motivation pour venir travailler ici? Une motivation comme tous les jeunes, comme tous les jeunes. Acquérir de l'expérience, gagner un peu d'argent et au futur investir, travailler pour soi-même. Oui, le projet que j'aimerais faire dans le futur, comme je vous l'avais dit, l'agriculture et l'élevage. C'est les métiers de l'avenir. Comme vous le dites, ça nourrit. Ma maman, elle a eu son activité, c'est de faire, elle fait la ticket. Et depuis le bas âge, même mes grands-mères, c'est ça, ils faisaient. Jusqu'à présent, maman fait ça. C'est son travail qu'elle fait, elle fait de la ticket. Transformer manioc en ticket, c'est ça son travail. Mon papa, il est dans l'agriculture. Bon, les cacao qu'on a planté en ce moment-là, ça c'était cacao du Ghana, là, qu'on appelait Aouroukacha. C'est Aouroukacha que le vieux a planté. Et ça a bien résisté. Ouais, ça a bien résisté même. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, tout est parti. Il y a beaucoup de plantations qui sont infectées maintenant. Voilà. Donc la maladie est dans la zone. Voilà. Pour le moment, voilà, on dit qu'il n'y a pas de solution. La seule solution que les chercheurs préconisent, c'est qu'on arrache les arbres infectés pour préserver le reste des choses. Mais bon, comme la recherche continue, on espère que voilà. Mais tout ça là est venu du fait du changement climatique. Il y a une maladie qui est venue qui tuait les cacaoyers, dont les cacao ne donnent pas comme avant. Donc, il est obligé de reprendre tout à zéro. Le moment que le champ là même est détruit là, en ce moment-là, moi-même, je voulais fuir. Parce que, vrai à dire, moi-même, je voulais aller en Europe pour aller travailler là-bas. Mais, comme le vieux là, il est décédé vite là, c'est à cause de ça que j'ai en train de traîner avec la famille un peu. Si moi aussi je reste, et si demain le champ ne donne plus, on va rester dans le même truc, dans le même pétrin. Donc moi, ce que j'avais décidé, je m'avais me chercher. Si moi j'arrive à faire autre chose, même aujourd'hui ça ne va pas là-bas, moi je peux les prendre en charge. Donc on ne peut pas rester dans le même coin, et puis quand c'est gâté, on tombe tous dans le même trou. L'agriculture a des cycles.
Nous, on est venu trouver les parents, les anciens parents, ils travaillaient selon les cycles. Aujourd'hui, les cycles ont changé. Donc, on n'arrive pas à nous adapter. Voilà, on se dit, voilà, peut-être à partir de mars, avril, il va commencer à pleuvoir. Et peut-être mars, avril, il doit y avoir des petites pluies, mais pendant ces périodes, c'est les grosses pluies qui tombent, qui gâtent tout. On ne doit pas avoir une forte chaleur. La température monte à un coup. En l'espace d'une semaine, tout s'évapore. Et les sols deviennent comme du béton. Donc les plantes n'arrivent pas à tenir. Donc vous voyez, donc voilà les effets, tout est déréglé. Voilà. Donc maintenant, c'est par coup de chance. Toi, chacun pense à quelle période il va avoir son coup de chance. Donc les calendriers sont un peu chamboulés. Toi, tu respectes les bonnes dates des calendriers agricoles, tu peux échouer. Donc maintenant, on crée des plantations, on fait les trucs par coup de chance. Voilà, on n'arrive plus à maîtriser le climat, les trucs et tout. Voilà. J'ai tout organisé. J'ai tout organisé. Je n'ai pas gagné quelque chose, mais on a tout organisé. J'ai fait anacarde dedans. Il y a cacoyer dedans. Il y a café dedans. J'ai mélangé tout dans le même coin là. Les jours que tu gagnes un peu à cacao, tu prends. Les jours que tu gagnes en café, même chose. Les jours que tu gagnes en anacarde, ok. Travail champêtre là, moi-même je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne veux pas que mes enfants aussi fassent comme moi. Et tu vois, dans notre temps là, hein, ça c'est d'aller faire les champs en quelque part. Ça c'était notre idée. Je vais aller faire un champ. Bon, pour les enfants de maintenant là, ça c'est en aller en Europe. Sinon aujourd'hui, si tu as 1 million, 2 millions, tu prends un hectare pour faire champ de cacao avec tes 2 millions. C'est vrai, tout l'argent va rentrer dedans, mais quand ça va commencer à donner, en moins de 2-3 ans, tu dépasses les 10 millions. Ou bien. Mais comment faire pour avoir les 1 million étant sur place pour commencer? C'est ça l'affaire. Même il y a beaucoup qui s'en vont en Europe, c'est pas pour aller rester là-bas. Moi, je prends un cas comme moi. Quand moi, je partais en Europe, c'était pas pour aller rester là-bas. Il y a l'argent là-bas. En Europe, il y a l'argent là-bas. C'est longtemps qu'on sait qu'il y a l'argent en Europe. Je gagne mon argent là-bas, je viens, j'investis dans mon champ de cacao. Quand j'ai quitté le Sénégal pour venir ici au Maroc, je croyais que le Maroc était un pays développé où tu pourras trouver un autre emploi meilleur que le Sénégal, vous voyez. Mais déjà arrivé, vous trouverez que, comme vous l'entendez quand tu es au Sénégal, ici c'est pas pareil. C'est pas facile de trouver de l'emploi ici au Maroc. C'est pas facile. Il y en a des étrangers qui ont de très bons emplois ici, comme les centres d'appel, les call centers, ouais, Casa, Rabat et Lévis. Mais tout le monde ne peut pas accéder à ça. Donc, je me suis dit, comme j'avais un peu de notion dans l'agriculture, je me suis dit, quand je vais aller à Agadir, comme cette zone, il y a des fermes agricoles, je vais aller là-bas pour avoir un peu d'expérience et avoir un peu d'argent aussi. La culture qu'on a fait cette année, c'est la framboise. On l'a fait parce que, elle est, comme j'ai dit hier, elle est rentable. Et aussi parce que on travaille avec moins d'ouvriers. C'est pas comme les autres. Par exemple, les tomates. Il faut beaucoup d'ouvriers. 20 personnes par hectare, par exemple. Et en framboise, non.
Juste la période de récolte, il y a beaucoup d'ouvriers. Et c'est ça. Et pour les ouvriers, ils viennent de toutes les villes de Maroc, surtout ici à la région de Sousse. Il y a des gens, il y a des ouvriers qui viennent d'Afrique aussi, comme vous voyez hier à la ferme. Il y a des gens qui viennent de Asfi, Khouribga, Marrakech, même à Casa, même à Fès, même les villes qui sont loin. Ils arrivent ici parce que, comme vous savez, ici au Maroc, il n'y a pas beaucoup de travail. Et ils préfèrent de travailler à l'agriculture. L'agriculture moderne, c'est basé surtout sur les eaux à la nappe. Ça a commencé avec la colonisation dans la région, qui s'est rendu compte un peu tard, dans les années 30, qu'il y a une certaine richesse de l'eau souterraine. Et voilà, la colonisation, surtout privée dans la région, a commencé dans les années 30, les années 40, et avec la découverte de cette nappe phréatique qui était très riche à l'époque, avec une certaine libéralisation de l'économie agricole en général et l'encouragement aux investisseurs, y compris étrangers. On a une ruée d'investisseurs qui ont investi dans cette petite plaine de Ch'toka et qui ont aussi basé leur investissement sur la nappe phréatique. Alors, dans trois décennies, on s'est trouvé avec un déficit énorme en matière d'eau de la nappe. Et mes parents, ils sont arrivés, ça fait 200 ans, arrivés à cette région-là. Et mes parents, ils ont acheté ces terrains. Et on a commencé de travailler l'agriculture de plein champ, comme les carottes, les pommes de terre, les navets, et beaucoup de choses comme le maïs aussi. Et on a fait l'arrosage avec juste des puits. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on a les serres, on a l'irrigation qui est un peu pratique, c'est pas comme avant. L'impact social, c'est que ces investisseurs étrangers et nationaux créent de l'emploi et ça a créé beaucoup de courants migratoires. Alors, les sociétés européennes investissent ici en Afrique, bien au Maroc, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Le SMIC, par exemple, en Europe, c'est 1200 €, je crois. Et au Maroc, c'est 280 €. C'est le triple, je crois. C'est ça la différence. Les fermes, en général, ils payent par quinzaine, ce qu'on appelle par quinzaine. Tu travailles 15 heures, on te paye par quinzaine. Il y a des fermes qui payent la journée 70, il y a des fermes qui payent 75. La différence, c'est pas beaucoup, c'est 5 dirhams. Le salaire, c'est un peu petit, mais comme c'est ce qu'on a trouvé ici, bon, on est obligé d'y adapter. Parce qu'avec ce salaire, tu vas payer ici la loyer, le manger, envoyer un peu à la famille et mettre un peu à côté. Il faudra une très bonne organisation pour pouvoir s'en sortir. L'arrivée de cette main-d'œuvre étrangère à la région, c'est bien surtout des femmes qui viennent d'autres régions du pays, surtout du Moyen Atlas, la région de Bni Mellal, Knefra, etc. Ou récemment, les jeunes qui viennent du Sub-Sahara. C'est en même temps une création d'une autre forme de précarité qui se voit d'une manière très nette sur les conditions de vie, les conditions de logement, etc. Les conditions de transport, par exemple, etc. Aussi, ça se voit qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut gérer. Ce qu'on reproche un peu, c'est qu'il n'y a pas une politique d'accueil de cette population.
Moi, je suis de Meknès. Au niveau de toute... à part Mostafa, il est de Oujda. Sinon, nous ici, bon, toute la famille, bon, parce que de toute façon, on est comme famille. Est-ce que c'est que des membres de la famille qui travaillent? Ah oui. On est tous de la famille. Il y a Hassan, j'ai Hassan, ses frères tous les deux, ça fait 3, parce que il y a mon frère, il y a pas mon cousin. Je suis donc arboriculteur dans la région depuis 30 ans, un peu plus même, 32 ans même. Et donc on produit des fruits à pépins, poires et pommes. Un tiers de pommes et 2 tiers de poires. C'est une exploitation qui fait une 50aine d'hectares de vergers plantés en arbres fruitiers. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé. Il a commencé avec des moutons. Il a gagné beaucoup d'argent avec les moutons. Et donc il a pu installer ses 3 enfants. Et ils ont tous fait du maraîchage. Les moutons, c'était fini, ça c'était l'arrière-grand-père qui faisait ça. Après ils ont commencé à faire du maraîchage. Surtout les melons. Moi je revois toujours mon grand-père faisant des melons. Et puis après, mon père, il a continué les melons, il a fait du maraîchage aussi, mais il avait des serres, mais ça lui plaisait pas. Puis c'était devenu compliqué. Enfin, ça commençait, quoi, là, vous savez, la déprise agricole, les méventes, les trucs comme ça. Donc il s'est mis à faire des arbres. Et ça lui a plus plu. Bon, c'était moins contraignant au point de vue main-d'œuvre aussi. Hein. Et puis après, nous, on a continué. Alors ce qui est rigolo, c'est que au départ, mon arrière-grand-père, il n'avait pas de personnel. Mon grand-père, il avait pas beaucoup de personnel non plus. C'était beaucoup la main-d'œuvre familiale. Hein. Les femmes à l'époque, elles n'avaient pas de statut, elles étaient sans profession, mais elles en faisaient plus que les hommes, je pense. Et puis après, alors, mon père, il a commencé à avoir des ouvriers espagnols qui sont venus, des hommes et des femmes. Et puis après, ben, les Espagnols ont arrêté de venir parce que chez eux, ça allait beaucoup mieux. Certains se sont installés ici. Et c'est là qu'il a commencé à prendre des saisonniers marocains. De toute façon, normalement, il y a 3 équipes, rien que pour ramasser 3 équipes, il y a 7, 8 personnes par équipe. Plus ceux qui travaillent dedans. Nous, dedans, moi et Hassan, et après, il y a les autres, on va dire 8 personnes, 9 personnes qui travaillent dedans, pour l'emballage. Donc, grosso modo, il y a 30, 35 personnes qui travaillent l'été. On a des saisonniers et des OFI, mais on n'a pas que des OFI. Hein. Il y a des Marocains qui ont leur carte de séjour, qui sont résidents ici. Il y en a encore qui travaillent. Hein. L'OFI, c'est aujourd'hui l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette appellation est la dernière appellation de notre structure qui a été créée après la guerre. Alors il faut savoir que le Maroc est lié à la France à travers une convention de gestion de la main-d'œuvre qui date du début des années 60, 61, juste après l'indépendance. Et donc, traditionnellement, historiquement, un flux de travailleurs part chaque année du Maroc vers la France, soit pour y travailler durablement, c'est-à-dire des gens qui sont recrutés sous CDI, ou des gens qui sont recrutés par des contrats temporaires. Et les saisonniers agricoles représentent les 3/4 de la migration de travail marocaine vers la France. Mais ça existait il y a longtemps, depuis qu'il y avait les Français là-bas qui travaillaient au Maroc, parce que quand c'était... Et après, quand les Français qui étaient là-bas sont rentrés ici, bon, ils veulent faire venir les personnels qui travaillaient chez eux déjà là-bas. Alors c'est là où ils ont commencé à demander, c'est la France qui a demandé de faire entrer les contrats
parce qu'ils avaient besoin d'un main-d'œuvre. Il n'y avait personne qui travaillait. Avant, déjà, il y avait moins. Alors maintenant, c'est encore pire. Déjà avant, c'est la France qui a demandé, qui cherche. C'est elle qui a cherché des contrats. Ce n'est pas le Maroc qui a cherché de venir ici. Et aujourd'hui, ils viennent avec, les Bouches-du-Rhône est bien connu pour avoir un grand besoin d'abord de main-d'œuvre, parce qu'il y a de l'arboriculture, mais il y a du maraîchage, il y a des fraises, il y a des melons, il y a énormément de production qui nécessite énormément de main-d'œuvre. Pour une durée dans le temps qui est parfois assez brève. En 2019, ce dispositif a concerné plus de 8000 personnes qui partent travailler entre 2 et 6 mois en France et qui reviennent chaque année. Ce sont des personnes d'origine rurale, originaires de régions enclavées ou de régions en tout cas défavorisées sur le plan économique. Et grâce à ce dispositif, ces personnes perçoivent des ressources complémentaires qu'ils injectent dans les provinces où ils résident, ce qui permet de prévenir leur exode rural vers les métropoles et in fine la tentation de l'immigration irrégulière. Je n'ai pas passé la douane qui attraque moi. Après, revenir au Maroc. Toujours. Toujours. Ça fait 3 fois. En 2010, 2011, 2012 et 2013, ça passe. Et ça fait le 4e fois, ça passe. Je prends tous les risques pour venir ici. Au clandestin, sans papier, sans visa. Et quand tu étais au Maroc, tu connaissais les contrats OFI? Ah ouais. Et tu voulais pas partir avec un contrat OFI mais c'est qui va faire? Qui va me le faire? Il n'y a rien. Je ne connais aucune personne, aucun patron qui va faire. Si tu es au Maroc, si tu ne payes pas le contrat, tu ne viens pas, sûr et certain. Mais tu as un peu de chance si tu as ton père ou ton frère qui va chercher ou qui va connaître un patron pour faire un contrat. Par exemple, moi j'arrive là, je travaille ici, je sais que le patron il a besoin de personnel. Je demande, je fais rentrer la famille, l'autre il fait rentrer sa famille et allez. Ça. Il y en a toujours un qui tire 10. Voilà. Et donc ces gens-là, ils viennent, c'est des contrats qui sont faits entre la France et le Maroc, et ces gens-là, ils viennent travailler pour 3 mois, 4 mois, maximum 6 mois. Aujourd'hui, c'est pas plus de 6 mois. Après, il est considéré comme permanent. Mais jusqu'à 6 mois, on a le droit, l'autorisation vis-à-vis de la loi, de les faire travailler pendant 6 mois. Ensuite, ils retournent chez eux et ils reviennent, ils restent 6 mois chez eux, ils reviennent ensuite, ils reviennent 6 mois en France. C'est ce qui se passe chez nous, quoi. Et ils font les récoltes et la taille des arbres, et ils retournent chez eux et ils reviennent chez nous pendant plusieurs années. Sous forme de contrat, voilà. Pour la partie française, c'est l'assurance d'avoir une main-d'œuvre qui va faire un certain nombre de tâches pour lesquelles on ne trouve pas de candidats locaux et qui va les faire de manière efficace. Donc ça, économiquement, c'est une bonne chose pour le secteur. Et pour la partie marocaine, c'est l'assurance pour une partie de la population d'avoir des revenus, même si elle réside dans des contrées ou dans des provinces très défavorisées. Et donc, c'est un dispositif gagnant-gagnant pour les deux parties, à condition, bien évidemment, qu'il soit bien administré. Je crois que les offices ils font peu appel aux syndicats, parce que les mecs ils viennent pendant 6 mois, ils travaillent comme des brutes, donc ils se socialisent pas trop en fait. Ils sont vraiment isolés sur l'exploitation sur laquelle ils travaillent et ils logent, et après, quand ils ont du temps, en fait, ils repartent voir leur famille. Donc ils n'ont pas le temps de se consacrer à une action politique ou sociale. Ce qui les rend encore plus précaires et vulnérables. Parce qu'il y a des gros abus, t'imagines, le mec il débarque de sa campagne de Fès, Meknès, il parle pas la langue, il est juste là pour travailler, il est isolé, ou il est juste avec des mecs comme lui sur son exploitation, enfin, c'est très compliqué quoi. Il y a un entre-soi qui est très fort. Déjà chez les ouvriers, ils travaillent, ils ont des horaires de ouf, donc ils sont fatigués, donc ils sont pas là pour profiter de la vie, même s'ils vont quand même au café un peu le soir, tu les vois pendant la fête à Sénas, etc. Mais
Mais ces ouvriers-là, comment dire, ils sont entre eux en fait. Et souvent, ils ont des conditions de vie qui sont très compliquées. Où ils dorment à plusieurs chez des marchands de sommeil, où ils sont directement logés sur les exploitations, dans les caravanes. Donc en fait, ils sont vraiment isolés. En fait, ce que je dis souvent, c'est que leur espace-temps, il est restreint à celui de leur entreprise. Ils sont là pour travailler, les mecs. Hein. C'est pas un jeu pour eux. Pas un jeu d'être là. L'enjeu, il est tellement énorme qu'ils doivent réussir. Et toute leur énergie, elle est consacrée à la réussite de leur projet. Moi, je peux vous assurer que moi, j'ai fait des nuits ici, j'ai faim, j'ai de l'argent, mais tellement j'avais l'envie de partir. J'ai préféré économiser que d'acheter manger pour manger. Parce que je me suis dit quoi, le jour, ça va marcher. La faim qui me frappe aujourd'hui, je vais oublier ça. Donc, j'ai commencé à chercher mon argent. Petit à petit, j'ai économisé quelque chose. Depuis un bon matin, c'est venu dans ma tête. Je me suis engagé. Étant au Niger même, on a suivi beaucoup de choses, quoi. Surtout à Agadez, parce que la police nous poursuivait et puis bon, on se cachait beaucoup. Bon, un soir, on nous a dit non, on va partir ce soir, donc on s'est préparé. Puis on a acheté des garis, des biscuits, avec un peu d'eau. On s'est lancé sur le désert maintenant. Donc, en cours de route, on a eu des accidents, des braquages. Nos voitures étaient gâtées. Maintenant, ils ont décidé maintenant de nous laisser là-bas. On est resté là-bas, ils vont aller chercher secours, ils vont aller chercher, comment on appelle, les bouchons, les pièces pour venir arranger la voiture. Maintenant, ils sont partis, ils ont fait 2 semaines là-bas. Maintenant, pendant les 2 semaines, on est resté sans eau, sans manger. Donc, on est resté là-bas. Tout ce qu'on pouvait faire pour survivre, on a essayé. Y compris gari, pipi, tout. Tu pisses dans le bidon, tu prends, tu mouilles gari, tu bois. Tu as soif, si tu as un peu de pipi, tu bois. C'est-à-dire pour rester en vie, quoi. On est resté là-bas jusqu'à on est parti, on avait tellement de problèmes d'eau, donc on est parti enlever le radiateur de la voiture. On a eu un peu d'eau là-bas, on a partagé, on était à peu près 50 personnes. On a partagé. Et puis on est resté là-bas jusqu'à... Et puis après, c'est là-bas que j'ai perdu un ami, un jeune burkinabé. Donc on est resté là-bas et puis le 13e jour soir, ils sont revenus nous chercher. Maintenant quand ils sont venus, il y avait beaucoup qui étaient un peu fatigués, il y a d'autres qui sont morts. Donc on a repris la route. En 2 jours, on est rentré à Saba. On a changé 11 voitures. Saba Tripoli. Chaque corridor, il y avait des fouilles. Je ne sais pas comment les gars s'arrangeaient, mais on passait quoi. Mais il y avait une fille dans notre, je peux dire, bon, il y avait une fille dans notre convoi, elle était nous laisser passer. Tu vois, donc on est resté dans ça jusqu'à on est parti. C'est la seule fille? Moi, ils étaient 3, mais elle, c'était elle que tout le monde la voulait. Donc, on est resté dans ça jusqu'à on est parti. On a quitté Saba. On est parti. On a fait de prison en prison. Lui, l'arabe qui nous est pris à Saba, lui aussi, il est parti nous donner à un monsieur qui est parti nous vendre. De là-bas, il y a un autre qui nous a acheté. Lui aussi, il est parti nous vendre. Dans un village qu'on appelait Misda. Dans la journée, les gens viennent nous prendre pour aller travailler, puis lui prend l'argent. C'est-à-dire on était comme son esclave, quoi. On est parti chez... Il avait un ami. On est parti chez lui pour aller travailler. Lui-même, quand on travaille chez lui, c'est avec l'arme qu'il prenait pour nous surveiller. Les calages, les trucs. Là. Donc, on était comme des bœufs, quoi. On travaillait, il ne nous donnait même pas à manger. Souvent, quand le monsieur sort, sa femme se cache, elle prépare pommes de terre, bien préparées, et puis elle vient nous donner. Si on finit de manger, elle dit si on finit de manger, de cacher la serre, il ne faut pas y va voir. Donc sa femme était gentille. C'est elle-même qui a fait que nous, on a eu un peu de force là-bas. Quand on est quitté chez le monsieur, on est venu dans la prison centrale. C'est là-bas maintenant on a réussi à envoyer 5 dinars. Les 5 dinars là, on a donné au gardien de nous apporter sardines.
C'est quand ils nous ont apporté 2 boîtes de sardines. C'est avec la fermeture de la sardine qu'on a pris pour s'évader. Bon, ça, ce sont des petits codes, je ne devais pas vous dire, mais qu'on a pris, on a utilisé pour s'évader. اگر بهار بیاید ترانه‌های خوشی با عاشقانه خانه خانه تو بیا یار منی دل و دلدار منی بیا 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 بیا. Quand on est loin de la famille, est-ce que on garde contact beaucoup avec la famille qui est restée au pays? Mais bien sûr, on garde toujours contact avec la famille. Oui, la famille c'est important. On garde toujours contact avec la famille. Ils attendent le soutien. Ils attendent le soutien. Surtout le soutien financier. Ils attendent. Comme tout expatrié, quand il quitte le pays pour aller dans un autre pays, il pense que la situation a un peu changé. Oui, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Ouais. Il y en a qui comprennent. Ils te sollicitent moins. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils pensent que tu as gagné beaucoup ici. Or que c'est pas le cas. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y en a ici qui travaillent pour les parents, ils envoient un peu son frère, ils envoient un peu la famille, tu sais que toi tu travailles, tu gagnes ta vie, et tu sais que tu as la famille à côté qu'ils ont besoin. Ben, tu envoies un peu là. Donc le pays, ben, c'est le pays. Quand ils te disent, des fois ils le disent à la télé, ils te disent que bon, les immigrés, bon, les gens marocains qui travaillent en France, ils ont rentré tant de milliards par an. Ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Il y en a qui investissent dans l'agriculture et tout. Ah oui, il y en a, oui. Oui, il y en a qui sont allés acheter des masses là-bas pour travailler, il y en a qui ont construit des maisons, des machins, énormément. Ouais. Mais toi, tu n'as jamais voulu... Je n'ai pas les moyens, si j'avais les moyens, je l'aurais fait. Mais c'est pas quelqu'un qui travaille à l'agriculture qui va faire ça, parce que tu ne gagneras jamais assez pour faire ça. C'est des gens qui ont des projets ici, qui travaillent, qui ont des commerces, ils ont des trucs, des grosses machins, des magasins, des restaurants, où ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas avec mes 2000 € moi que je vais acheter un truc là-bas. Déjà que je ne les mangeais pas, que je n'ai même pas assez pour manger. Il y en a qui viennent ici, comme je vous l'ai dit, ils entendent au pays, ils entendent Maroc, pays développé, Maroc, ils achètent le billet, ils viennent ici. Quand ils viennent ici, ils trouvent que ce qu'ils avaient au pays est mieux que ce qu'ils trouvent ici. Et par la suite, ils retournent. Il y a beaucoup de gens qui retournent. Beaucoup même. Il y en a qui viennent ici au Maroc grâce à la route. Parce que le Maroc et l'Europe et l'Espagne, c'est pas loin. Il y en a qui viennent ici pour traverser la route. Ils viennent ici, ils travaillent quelque temps pour avoir un peu de sous. Dès qu'ils ont obtenu un peu d'argent, ils continuent la route. Tenter la mer pour aller en Europe. Et ils savent que c'est dangereux et qu'est-ce qui les motive, toi? Bien sûr, ils savent que c'est dangereux. Bien sûr. Ils savent que c'est trop risqué même. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'au pays, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de boulot, rien. C'est pourquoi ils le tentent, mais ils savent que c'est trop risqué. Parce que chaque jour dans l'internet, tu trouves, on te donne les nombres de morts, les nombres de noyades et trucs comme ça, mais ça ne les empêche pas de partir. Parce que quand quelqu'un est désespéré, il n'a plus le choix. La majeure partie des jeunes sont désespérés.
ils n'ont plus d'espoir dans leur pays. Vous voyez? Ils n'ont plus d'espoir. Le jour je voulais prendre la mer, c'est ce jour j'ai appelé ma maman pour lui dire. J'ai dit c'est moi, c'est Kassoum. Elle a crié d'abord, elle dit tu es où? J'ai dit non, je suis venu en Libye. Elle dit tu es parti sans rien dire à quelqu'un. Elle dit non, je ne voulais pas vous faire peur, c'est pour cela. Aujourd'hui là je vais monter sur l'eau pour essayer de rentrer en Italie. Elle m'a dit quoi? Et ça j'ai dit ah. C'est mon dernier appel. Si je rentre, je vais t'appeler. Si j'étais plus appelé, c'est que je suis resté dans l'eau et j'ai raccroché. Quand il a dit qu'ils vont nous lancer, il dit on va faire 2 bateaux. On ne va pas monter dans le même bateau. Donc on a fait les 2 bateaux. Maintenant on est parti. On nous a lancé à 22h. On a roulé jusqu'à 10h. Le lendemain à 10h. On n'a pas croisé la Croix-Rouge. On a commencé à rouler encore jusqu'à ils vont dire 13h. Carburant fini. On n'a pas croisé la Croix-Rouge. On ne sait même pas où on était. Donc on a enlevé le moteur, on a jeté dans l'eau. Et puis on est resté sur l'eau maintenant. C'est vague qui nous prenait pour aller où il veut. Avec nous. On est resté là-bas jusqu'à 17h. La marine libyenne est venue. Ils sont venus nous prendre. Maintenant, avant que la marine vienne venir, on était en face d'un autre bateau. Ils étaient 133 personnes dans leur bateau. Là. Maintenant, leur ballon était percé. Il y avait une femme dedans, elle était ivoirienne. Elle avait un petit enfant de 5 à 6 ans comme ça. Elle a enlevé l'enfant, elle a donné à nos capitaines, il a pris, il l'a mis dans nos bateaux. On a assis comme ça, on les a regardés. Le bateau là a coulé, tous sont morts. On est assis, on ne peut pas les sauver, on est assis, on les regarde. Tous les 132 personnes sont morts. Maintenant, nous, on est assis. Personne, nos capitaines a dit, quand on a vu ce qui s'est passé, on dit, oui, il dit, non, les prochaines victimes, si on ne reste pas tranquille. Et si on se bouscule d'une manière, si le ballon là est percé, nous tous on va mourir comme de la manière, ceux-là sont morts. Là-bas, maintenant, tout le monde a compris. On est resté calme jusqu'à 17h. Maintenant, les trucs sont venus. Quand la marine est bien venue, on nous a pêchés. Mais malheureusement, mes amis, eux n'ont pas eu cette chance. Eux aussi, leur bateau a coulé. Parce que quand la marine nous a pris, après, il y a eu, il y a eu des vagues. Donc, eux n'ont pas pu survivre, ils sont morts. Tu pensais que tu allais faire quoi? Je ne sais pas comment, parce que j'ai un diplôme électromécanicien. Je pense que je vais travailler à l'électricité. Mais la réalité est une autre chose. Ah ouais, parce que tu n'es pas en règle. Comment tu vas travailler? L'agriculture, ça c'est le boulot qui est le plus facile pour travailler au noir. Le problème des étrangers, c'est les papiers. La majeure partie des étrangers ici, comme le Maroc a indiqué, pour tout étranger qui rentre au Maroc, le cachet, ça dure 3 mois. Au-delà de 3 mois, tu n'es plus en règle. Tu dois sortir pour rentrer encore. Ou bien partir au consulat pour te régulariser. Mais la majeure partie des gens, comme moi, ils ne le font pas. Tu ne peux pas te bénéficier des avantages. La CNSS, des trucs comme ça, non, tu ne pourras pas y bénéficier. Parce que tu n'as pas les papiers. C'est pourquoi ils préfèrent, même si ils prennent les étrangers, ils prennent un peu. Le reste, c'est des Marocains. Parce que les Marocains, ils ont la carte nationale. Ils pourront les verser la CNSS, ils pourront bénéficier un peu des avantages. Mais nous, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas les papiers qu'il faut.
Mais les papiers, c'est difficile à obtenir ici. C'est pourquoi les gens ils ne cherchent même pas. Parce que c'est pas facile d'obtenir la carte nationale ici. C'est pas facile. Il y a des gens, des amis qui sont en Europe. La société où ils travaillent, c'est la société qui les aide à obtenir les papiers. Ça devait être le cas ici. Normalement, la société où on travaille, les fermes, c'est des sociétés. Ils pouvaient nous aider avec le contrat de travail et les autres papiers à obtenir la carte nationale. Mais c'est pas dans leur tête. Ouais. Tout ce qui les intéresse, bon, c'est que leur business fonctionne. Ouais. On n'y peut pas grand-chose. Bon, mon oncle, c'est pareil, il est arrivé ici, il est arrivé en contrat. Il a travaillé de 1974 en contrat jusqu'à 81 où M. Mitterrand il était élu pour... C'est lui qui a donné l'autorisation de faire les cartes. Ce qui demeure, par contre, il demandait 3 contrats. C'est pour ça que mon père, quand il est rentré en 1981, c'était sa première contrat, il n'avait pas 3 contrats pour avoir la carte. Donc du coup, il n'a pas eu sa carte, lui, parce qu'il n'avait pas 3 contrats, il avait que la première contrat. Et après, il n'a pas pu l'avoir. Après, il n'a pas pu l'avoir, il n'a jamais ici. De toute façon, il était en contrat, il travaille 8 mois, il rentre au Maroc, il reste 4 mois, il revient. Ça le convient, il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas cherché. Et de toute façon, il n'avait pas le droit. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, moi aussi, pour avoir la carte. Je vais même prendre un avocat, j'ai dit, mais j'ai plus tout ici, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi? C'est pourquoi ça ne marchait pas d'avoir. Quand tu vas aller voir, ils te disent, vous êtes en règle, monsieur. Ben oui, c'est vrai, je suis en règle. Donc qu'est-ce que tu cherches? Non, je vais en tête, je suis sûr pour rester tout le temps. Non, mais vous êtes en règle. Tout ce qui est... Alors, comment t'as fait pour voir la carte? Ben, j'ai eu la carte parce que quand Sarkozy a été élu en 2007, et là, il a enlevé les 2 mois de contrat. Il a laissé que 6 mois. Et ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient plus le droit de prolonger le contrat de 2 mois. Donc 6 mois, on arrête à 6 mois. Et bien alors la patronne, ça ne le convient pas parce qu'il a plus de travail, plus de 6 mois. Alors ça ne l'arrange pas. Il a commencé à... il dit, ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Ben, j'ai dit, ce qu'il faut faire, alors il faut faire un CDI. Et ben, c'est là où il a décidé de me faire un CDI. Direct, il m'a fait un contrat de CDI indéterminé. Direct, alors je suis passé une visite à Casablanca. Je suis venu de Casablanca directement avec un CDI indéterminé. Là, j'ai le droit d'avoir la carte. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu la carte? Oui, de toute façon, tu es plus libre, quoi. Tu as le droit de rentrer chez toi quand tu veux, tu as le droit de beaucoup de choses. J'avais le droit de faire rentrer ma famille parce que ça fait 25 ans que je vis ici. Sans ma famille, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je suis resté là, ma femme elle a couché 2 fois. J'étais jamais là. Hamid, il est rentré chez nous en 1985. Tu vois un peu, il n'avait pas 20 ans, il était saisonnier, parce que son père était là. Donc le fils est venu, et d'autres enfants, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus que Hamid. Ensuite, on lui a fait un contrat CDI en 2008. Okay. Et depuis, il est toujours là. Alors que la plupart, ils ne sont plus là. Ils sont rentrés par le biais de l'agriculture, mais après, une fois que la famille a été installée, ils sont partis. Et ça arrive souvent, ça, que tu partes après? Oui. 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 Mais ils quittent le milieu agricole ou c'est... Oui. Mais agricole, c'est un tremplin. Donc petit à petit, il y en a qui sont partis et qu'on n'a pas remplacé en tant que permanent. Qu'on a remplacé par des saisonniers, parce que c'est plus facile à gérer. Le permanent, il est là toute l'année. Donc il faut du travail toute l'année.
dans l'agriculture, on refuse, il n'y a pas cette culture du CDI, quoi. C'est vraiment cette culture du travail précaire sous prétexte de la saisonnalité, etc. Donc, tu vois, ça a induit, j'ai l'impression que cette saisonnalité de l'agriculture, qui est de moins en moins vraie aujourd'hui, elle a induit un rapport à l'ouvrier, à la précarité dans le travail qui a été naturalisé, normalisé et exacerbé, en fait. Avant les exploitations, ils avaient un peu de tout ici. Et puis vivoter, bon, ça marchait pas, mais on avait ça. Maintenant, c'est plus comme ça, quoi. Alors après, maintenant, ici, tu as ceux qui font du melon, ils font ça d'un bout à l'autre de la saison. C'est devenu une culture beaucoup plus spécialisée. Après, il y a eu vraiment une grosse crise entre les années 80 et 2000. Là, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu une gelée noire qui a détruit énormément de fruits en France. Et l'année qui a suivi, l'année suivante, il y a eu énormément de production, puisque les arbres qui n'avaient pas produit en 91, ils ont produit beaucoup en 92. Donc il y a eu effondrement des cours de la poire, et ça a duré plusieurs années, et c'est là que ça a mis sur la paille énormément d'exploitations, dans la région ici et ailleurs aussi, mais autour de chez nous, ça a été le départ d'une grosse mise en friche de beaucoup de parcelles, beaucoup de surface. On a résisté, mais on a l'habitude de résister à beaucoup de choses, hein, les exploitants agricoles. Non mais c'est vrai, le gel qu'on a passé l'année passée, moi j'ai jamais connu ça, mon père a jamais connu ça. Mais bon, on essaye de faire le dos rond, on essaye de minimiser les coûts, et puis on essaye de survivre, quoi. Quand vous dites on essaie de minimiser les coûts, c'est à quel niveau vous essayez de le réduire? Et c'est compliqué, parce que nous, c'est la main-d'œuvre. Et on a besoin de main-d'œuvre pour récolter, évidemment, et pour tailler les arbres ensuite derrière, c'est beaucoup la main-d'œuvre. C'est ce qui coûte le plus cher, la main-d'œuvre. C'est ce qui coûte le plus cher aux agriculteurs, et c'est ce dont ils ne peuvent pas se passer. Donc, comment tu fais des économies sur un truc dont tu ne peux pas te passer et qui pourtant est très cher, tu vas rogner sur les conditions de vie et sur le temps de l'emploi. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'agriculture, il y a un rapport très particulier à l'ouvrier, quoi. L'ouvrier, il est... Comme l'agriculteur, il maîtrise pas. De toute façon, il maîtrise pas vraiment ses coûts de revenus. Il reporte en fait cette incertitude sur son ouvrier. C'est ça qui se passe. C'est difficile aujourd'hui de travailler dans l'agriculture et c'est ça qui fait que c'est plus attractif. Et pour les ouvriers, le salaire, il est trop bas et le travail, il est trop difficile. Donc personne n'a envie de venir faire ça. Personne. T'as que les étrangers qui vivent, comme disait mon père, là, avec des maisons sans eau, sans électricité, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est quoi, tu travailles combien de temps par semaine? Je travaille toute la journée, toute la semaine, presque toute l'année. Il n'y a pas de repos. On a travaillé beaucoup des horaires, mais t'as pas le choix. T'as pas le droit. C'est mieux que tu travailles beaucoup ou que tu travailles pas. La migration, ouais. Non, mais c'est des vastes... Il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de choses. Par quoi il faut commencer, je sais pas. Moi, la migration, c'est une nécessité en agriculture pour nous. C'est une nécessité. Voilà. Même si on n'est pas d'accord avec ce principe migratoire, comme on en a besoin, on accepte. Et après, au fur et à mesure qu'on connaît les gens, ça se passe bien. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis toute la seconde moitié du XXe siècle, il s'est passé la même chose. En fait, c'est des cycles migratoires. Il y a eu les Espagnols, il y a eu les Italiens, aujourd'hui il y a les Marocains, demain il y aura les mecs d'Afrique subsaharienne, enfin ils sont déjà là en fait.
Honnêtement, j'avais ces deux choses en tête. Europe, soit je vais mourir. Parce que je n'avais pas l'idée de me retourner. Au Libye, là-bas, on connaît que la Libye était excessivement dure parce qu'il y avait la guerre là-bas. On nous a envoyés dans un truc, on dit ça comme un centre de détention. Maintenant, on nous a fait une proposition. Tu restes, soit tu t'en vas dans ton pays. Là-bas, il pleut, il neige, tu ne peux pas t'évader. C'est là le consulat ivoirien est venu, il nous a parlé, il dit « Ah, voici la situation. OIM a décidé de vous ramener chez vous. » Bon. Moi, je ne voulais pas au début, mais j'ai tenté plusieurs évasions, mais ça n'a pas marché là-bas. Ça, c'était moi. Si j'ai réussi ça à m'évader là-bas, ça allait être 6e évasion. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai vu que non, je ne pouvais plus. Donc, j'étais obligé, condamné même à... C'est-à-dire, je voyais que non, la seule manière pour pouvoir m'évader, c'était d'accepter de revenir au pays. Là, si on me fait sortir de là-bas, en cours de route, je pouvais tenter. Mais c'était trop sécurisé. Donc, d'ici moi-même, je vais me rendre compte que je suis dans l'avion. Je ne peux plus. Donc, c'est ça, on s'est retrouvés au pays. Arrivé au aéroport, net, il m'a appelé aussi. Bah, bon, on va prier à Dieu. Peut-être ça va aller. J'étais découragé. Je vous jure qu'en venant, moi, je priais même pour ne pas arriver en Côte d'Ivoire, honnêtement. J'étais désespéré, déçu, quoi. J'étais triste pourquoi il est retourné. Je voulais qu'il fasse. On ne vient pas en arrière encore, hein. On s'en va devant. Voilà. Ouais, c'était comme une honte pour moi, quoi. Tu sais, tu prends des années à monter quelque chose et puis en un clin d'œil et puis tu vois que c'est tombé dans l'eau, mais c'est décourageant, quoi. Pour toi, ça révèle quoi que le système agricole aujourd'hui, par exemple, il délocalise une partie de sa production au Maroc, dans la plaine de Chouka, par exemple, et en même temps, il importe en fait de la main-d'œuvre du Maroc pour faire marcher son système en France. Bah, déjà, je trouve que ça montre bien la mise en concurrence des marchés. C'est-à-dire, on va mettre en concurrence des marchandises qui vont être produites moins chères ailleurs, et finalement, on traite la main-d'œuvre comme une marchandise en fait, parce qu'elle participe à cette mise en concurrence, puisqu'on importe une main-d'œuvre de l'étranger. Donc je trouve que ça montre aussi que y a un durcissement dans la relation à l'ouvrier qui est lié à cette mise en concurrence des marchés, à un capitalisme qui est très dur en fait, un libéralisme qui sont très durs. Et comme tu dis, la question économique, elle revient tout le temps, c'est celle du profit. Tu as des intermédiaires. En fait, tu as des intermédiaires qui eux-mêmes exercent un rapport de pouvoir qui est très violent. Et c'est ce qu'on... avec les grandes surfaces, avec les maisons d'expédition. Et finalement, tous ces coûts-là, au bas de la chaîne, tu as l'agriculteur et son ouvrier. Et c'est vraiment... j'ai l'impression que toute la pression des marchés, finalement, ils sont reportés sur le système productif qui est écarté des bénéfices que fait le système commercial. Et là, il y a une vraie césure. Dans un contexte des années 80, surtout au début des années 80, c'est que le Maroc avait été obligé d'appliquer un peu ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours, c'est le plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international avait imposé certaines politiques au Maroc dans le sens que l'État se désengage un peu de l'aide publique, y compris de l'agriculture. Ces investisseurs sont partagés entre Français et Espagnols. Ce sont les Français et Espagnols qui sont les nationalités les plus représentées pour des raisons historiques, etc., et des rapprochements géographiques. Ça veut dire qu'ils sont les plus importants et qui ont concentré leur investissement dans les secteurs des primaires. Ce sont des cultures malheureusement très consommatrices en matière d'eau et qui sont tournées bien sûr vers l'exportation. Dans le milieu agricole, les producteurs, honnêtement, c'est difficile de nous faire entendre. C'est difficile parce qu'il y a tellement d'intermédiaires. Aujourd'hui, nous transformons plus de 50%. Selon les statistiques, 40 à 50%. Ça a apporté quoi à nous, producteurs que nous sommes? C'est les mêmes multinationales qui ont construit les usines. C'est Pierre qui achète pour donner à Paul. Nous, on en tire quoi? Or, si c'est nous-mêmes
on est soutenu dans la transformation. Cette valeur ajoutée va venir améliorer nos conditions de vie. Mais malheureusement, voilà. Il y a tellement de freins, comme on le dit. Un pays, depuis les indépendants, on produit cacao. Il n'y a même pas d'école de chocolaterie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on trouve ça normal? Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Mais est-ce que les Ivoiriens peuvent manger bonbon chocolat? C'est pas normal. C'est ça qui pousse la jeunesse à sortir. Quand tu t'assois, tu récapitules tout ce qui se passe là. Tu vois que non, c'est comme de l'esclavage. On t'exploite. Donc mieux d'aller chercher pour venir investir dans ton propre compte que de te faire épuiser pour les gens. Mais quand tu sors, tu es loin de la famille, tu apprends beaucoup de choses. Tu vas essayer de te débrouiller toi seul. Quand tu te retournes, tu vas à personne. Pour moi, je suis content. Parce que la patronne, m'a beaucoup aidé. Moi, je ne peux pas dire qu'un truc. C'est pour ça que, pour moi Gisèle, pour moi, c'est ma grande sœur. C'est vrai. J'ai passé plus de temps avec elle que ce que j'ai passé avec ma mère. Avec ma mère, j'ai passé 19 ans, avec elle, j'ai passé 35 ans. Donc... Aujourd'hui, c'est très difficile parce que les gens ont rendu ça difficile pour pouvoir s'enrichir. Ce sont des vols organisés. Tous les Africains, elle n'a pas le droit. Si tu as une nationalité française, tu as le droit, tu vives au Maroc, en Afrique, et pays d'ici. Et ouais, mais nous, non. Nous, c'est pas pareil. Mais tant que ce problème n'est pas réglé là, ils vont continuer de ramasser les corps dans l'eau. La migration chez moi, c'est quelque chose qu'on doit autoriser. Chacun est libre de migrer. Tu vas t'asseoir où ça te plaît. Ils m'ont vendu l'Eldorado. J'ai traversé la mer sur un radeau. Je suis arrivé avec un sac à dos. Sur la rive, il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait que les keufs qui m'attendaient au bord. Il n'y avait pas mon ref, une vague a pris son corps. Le diable prend mon âme, le passeur prend mon argent. Bien sûr que je perds mon calme, monsieur l'agent. Vous nous entassez ici comme du bétail. Pas de considération, pas de détails. Je me demande encore si on est des humains. Visage froid polaire, comportement inhumain. Dans vos yeux, je cherche une lueur pour me rassurer. Les arbres ont plus d'empathie, je peux te l'assurer. Contrairement à vos agents qui du bateau nous font sauter, sur un tronc d'arbre au moins, je peux flotter. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu. Il me regarde dans les yeux et me dit « Pourquoi t'es venu ?» Comment lui expliquer que je n'ai pas eu le choix, que je veux survivre, que c'est mon droit, que personne ne met ses enfants sur un bateau, à moins que l'immensité de la mer soit plus sûre que la terre ferme. Je ne suis pas venu voler le gâteau, je demande un peu d'humanité avant que la porte ne se ferme. Je vais pas sortir tous les refrains sur le vol de l'Afrique. Tu sais comme moi quelle est la vérité. Par contre, j'ai bien envie d'en parler de l'Afrique. Ça peut faire mal, je vais dire mes 4 vérités. J'en veux à tous ces dirigeants corrompus. On aurait pu redresser le continent, se soutenir. De toute façon, avec les si, bien sûr qu'on aurait pu. Avec les si, on aurait pu reconstruire. Ce n'est pas fait, mais ce n'est pas mort. Heureusement que le peuple s'accroche. Dans les plantations de café, sueur sur le corps, mais un sourire impossible à décrocher. De ceux qui se battent pour la vie tous les jours, qui se battent pour leur famille tous les jours. Des mères de famille qui portent le tamis, qui portent leur famille, qui portent le pays. À vous mes héroïnes, je vais dire merci. On ne vous le dit pas assez, donc merci. Putain, l'héroïne, ça noircit. L'avenir de la jeunesse, qui veut oublier. Une piqûre et il n'y a plus de soucis. À part les overdoses et mes frères bousillés. Je voulais faire un couplet joyeux, mais j'y reviens.
À chaque fois aux blessures de ce continent que j'aime, me vient un torrent de sentiments diluviens, de l'amour, de la haine que j'exprime en poème. Mon frère, ma sœur, ma chair, mon sang. Je sais que t'as peur, je te comprends. Tu te demandes où est l'avenir ici. Tu préfères aller ramasser les fruits amurcis, mais reste libre. Te fais pas exploiter. Ne lâche pas ce livre. Ils vont te sédater. On va y arriver. Regarde, on y arrive déjà. Les réseaux vont s'activer de Port-Elizabeth à Abuja. Le Maghreb s'ajoute à la fête. L'espoir, on va l'empoigner. Derrière nous, la défaite. Tous ensemble, toutes ensemble, on ne peut que gagner.